Bienvenue si vous nous rejoignez dans cette deuxième partie avec Agnès Benassi-Kéré, économiste. Vous êtes aussi professeur à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, la fac, et également présidente déléguée du Conseil d'analyse économique. Et puis vous avez signé la semaine dernière cette tribune, enfin vous en avez fait partie, cette tribune dans le quotidien Le Monde pour défendre la loi El Khomri. Bienvenue également à vous Philippe Luy, président donc de la CFTC, c'est les travailleurs chrétiens, et puis Edoui Plenel qui reste avec nous pour échanger sur cette nouvelle loi travail en quelque sorte. Enfin vous allez me dire comment il faut appeler ça, puisque donc cet après-midi, Manuel Valls a dévoilé un nouveau texte. Moi, je trouve que ça ressemble quand même à une loi El Khomri 2. Alors, dites-moi, Philippe Luy, dès février, vous aviez demandé une évolution du projet et non un retrait. Est-ce que vous êtes pleinement satisfait ? Alors, pleinement, il reste encore quelques détails à régler. Tout n'est pas... Mais bon, on est satisfait dans la mesure où ce qui nous gênait, nous, particulièrement, c'était les mesures unilatérales que l'employeur pouvait prendre en cas d'échec de la négociation. Ça, c'était pas acceptable, ça minait la négociation. Maintenant, c'est renvoyé vers la branche, ça nous va beaucoup mieux. Nous, on veut que la branche soit le régulateur. Il faut que ce soit un régulateur, qu'elle crée la norme sociale dans l'entreprise. Par contre, on n'était pas contre la négociation dans l'entreprise. Bon. Donc de ce côté-là, on est plutôt satisfait. D'accord. Agnès Benassi-Kéré, est-ce que vous êtes, vous, déçue, à contrario, que le gouvernement n'ait pas tenu bon ? Bon, alors évidemment, le gros changement, c'est l'abandon du plafonnement des indemnités prud'homales et la transformation en une simple grille indicative qui était déjà prévue, qui avait déjà été votée avec la loi Macron. Je pense que bon, c'est à la fois les économistes, un certain nombre d'économistes sont assez critiques. Néanmoins, dans la mesure où il y a toujours la définition du licenciement économique, qui est la chose la plus importante en fait, de sécuriser les entreprises par rapport à qu'est-ce qui est un licenciement économique et qu'est-ce qui ne l'est pas. Parce qu'en fait, on va au prud'homme quand on conteste un licenciement économique. Mais donc, si l'entreprise sait à l'avance qu'est-ce qu'est un licenciement économique, ce sera plus facile pour elle de respecter la loi. D'accord, mais donc je comprends pas. Vous dites la philosophie du texte, en gros, est respectée. On a effectivement reculé sur le barème des indemnités prud'homales, le temps de travail, le compte personnel d'activité. C'était les articles les plus contestés du texte, mais finalement, on retrouve quand même l'identité Si vous voulez, s'il fallait abandonner l'un des deux, le plafonnement ou bien la définition du licenciement économique, je préfère ce qui a été choisi. Pourquoi ? Parce que le licenciement économique était défini de manière extrêmement différente, avec une grande marge d'appréciation du juge, et c'était très handicapant, à la fois pour les entreprises, de ne pas pouvoir savoir dans quel cas elles vont être mises, et aussi pour les salariés, en fin de compte, parce que finalement, être licencié pour cause économique ou cause personnelle, parce qu'en fin de compte, le licenciement, il se produit finalement et sous une autre forme. Donc il ne faut pas être naïf là-dessus. Et le licenciement pour cause personnelle est moins protecteur que le licenciement pour cause économique. Donc je pense que pour le salarié, c'est aussi une clarification du paysage. Licenciement économique qui ne concerne quand même qu'un très petit nombre de licenciements. Oui, mais en même temps, c'est... L'exemple de l'Espagne nous montre que quand on redéfinit, quand on précise qu'est-ce qu'est un licenciement économique, eh bien, comme par magie, des licenciements qui étaient avant pour cause personnelle deviennent pour cause économique. On a vu en proportion de l'ensemble des licenciements, la part des licenciements économiques est passée de 25 à 40%. Alors attendez, juste je voudrais savoir Philippe Luy, parce qu'on entend aujourd'hui FO et CGT qui continuent d'exiger un retrait du texte. Vous, c'est pas ce que vous demandez et vous ne serez pas dans la rue jeudi, le 17 mars ou le 31 mars par exemple. Alors on ne sera pas dans la rue, bien sûr tout ça doit être validé chez nous par les instances, mais l'impression aujourd'hui c'est qu'effectivement le texte est rééquilibré. Il y a quand même des plus pour les salariés, il faut aussi le souligner. Le CPA est surtout à destination des salariés les moins qualifiés. Leur donner 400 heures de formation, c'est pas rien. Le droit à la formation. Le droit à la formation, mais ça change tout. C'est quand même un droit universel. Donc c'est 400 heures, il faut. Mais pour les jeunes qui arrivent, c'est quand même un amendement de 400 heures. C'est pas un droit qui constitue. Pour les jeunes, c'est 400 heures à utiliser. Edoui Plenel, on en a un petit peu parlé en première partie, mais une question, j'allais dire assez pragmatique. Vous avez des enfants, vous nous avez dit tout le mal, entre guillemets, que vous pensiez de ce texte en première partie, mais moi je vous pose la question autrement. Pour vos enfants, pour leur avenir, vous préférez un job souple ou pas de job du tout ?
Mais la question n'est pas celle-là. Ah si, c'est ça que je propose en tout cas. Non, mais j'entends, si mais la question n'est pas celle-là dans ce texte, pour moi. Au départ, c'est pour ça, y compris d'ailleurs certains signataires de votre texte collectif, comme Philippe Aguillon l'ont expliqué chez nous, puisque nous faisons aussi nos débats, où il y avait d'ailleurs votre vice-président. Donc, il y a aujourd'hui à repenser la question du travail discontinu. Il y a à repenser des questions que posent d'ailleurs les associations militantes, au-delà des organisations syndicales. Je pense à la coordination des intermittents et des précaires, qui a eu une réflexion très intéressante. Pourquoi je vous disais la question n'est pas celle-là? Moi, je pense que ce n'est pas déminage, ce qui se passe là, c'est enfumage. Je vous explique. Premièrement, ce qui a été enlevé n'a été enlevé que parce qu'il y a eu le succès du 9 mars. Le succès non seulement du 9 mars, mais le fait que la jeunesse soit descendue avec le numérique, n'oubliez pas les youtubeurs, n'oubliez pas, et je respecte, j'ai toujours été syndiqué, je respecte les organisations syndicales, mais il s'est passé quelque chose bien au-delà, au tel point que Manuel Valls ne voulait pas voir les organisations étudiantes, il a été obligé de les voir. Pourquoi je vous dis que c'est enfumage? L'esprit général de la loi n'a pas changé, et notre désaccord, je suis minoritaire probablement autour de cette table, notre désaccord, il est là-dessus. Ce n'est pas un désaccord d'irresponsable. Pierre Jox, qui est une figure de la gauche, dit la même chose, et pas seulement des responsables syndicaux. Pourquoi? Parce qu'il remet en cause la philosophie même du droit du travail par le cœur qui est l'inversion des normes. Ce que Manuel Valls n'hésite pas à appeler la décentralisation du droit du travail. Pourquoi je vous dis ça? Avec derrière les conséquences sur le licenciement. Je suis patron de PME. C'est pas une loi faite pour des patrons. C'est une loi faite pour les grands patrons. C'est une loi faite pour même pas le MEDEF, la FEP, les entreprises du CAC 40 qui de manière anonyme se disent. Vous imaginez qu'à un patron de PME, on lui dit pour que tu embauches, il faut d'abord que tu sois capable de licencier facilement. Vous croyez que je me suis posé ce problème pour créer les 65 emplois de Mediapart? Non, on crée un collectif de travail, on crée une dynamique, on ne crée pas ça. Et donc, je le redis, cette loi a été faite dans le secret, on le sait, ça a été raconté, le directeur de cabinet de Madame El Khomri, Matignon, par les cabinets d'avocats d'affaires, et elle n'a pas été faite par la CGPME. Regardez, mais c'est bien. On aurait pu écouter l'extrait sonore. Sur Mediapart, où les patrons s'expriment et où les patrons s'expriment, il y a un article très informé sur comment une bonne partie du réseau patronal, pas seulement les salariés, est mécontent de l'esprit même de cette loi, qui est faite encore une fois pour les mêmes qui ont touché les milliards du pacte et ainsi de suite. En sortie ce soir à la CGPME, ils disent le contraire. Ils disent qu'ils n'ont pas été suivis, qu'ils n'ont pas été écoutés et qu'on n'a pas, qu'on n'a pas pensé aux petites et moyennes entreprises. Mais on va dans le même sens. Attendez, au-delà de ça, on va pas dans le même sens, dans le sens où les petites et moyennes entreprises, elles ont besoin de plus de flexibilité pour pouvoir embaucher. C'est ce qu'ils disaient. Vous n'êtes pas patronne d'entreprise. Les référendums internes en entreprise. On avait un patron, d'ailleurs, qui était présent à nos débats, d'une petite PME. Il dit, mais si les grosses entreprises peuvent faire le référendum pour affronter la concurrence, eh bien moi, comment je vais faire face? Comment je vais faire face quand elles vont voter de faire? C'est-à-dire qu'en clair, ce qu'ils légalisent là, c'est la loi du plus fort. C'est la loi du plus fort. Alors, vos réponses à tous les deux, à tous les trois. Sauf que le système que Edoui Plenel défend, c'est-à-dire dans ce qu'étant l'esprit du Code du travail français qui est soi-disant perverti, c'est quand même le système qui conduit la France à être le seul pays à avoir la double peine, qui est à la fois la précarité et à la fois le chômage. C'est pas le Code du travail qui est notre problème. Demandez aux patrons de PME sur le code des impôts par rapport aux grandes entreprises, demandez sur le code du commerce, il y aurait plein de choses à faire. C'est pas le code du travail. Et Philippe Louis, sur ce que vient de dire. Il y a deux questions. Il y a une question, pourquoi est-ce que rendre le licenciement plus facile créerait de l'emploi? Et il y a la deuxième question, qui est le cas particulier des PME. Alors sur le premier point, ça peut paraître paradoxal, mais c'est une réalité qui a été montrée par un certain nombre d'études, une dizaine d'études sur des pays assez divers comme les États-Unis, l'Italie, l'Inde, d'autres pays, où on tire profit de différences, de mise en application de certains changements, soit de loi, soit de jurisprudence, géographiquement, ou alors pour des entreprises en dessous d'un seuil, au-dessus d'un seuil. Et de manière à bien identifier l'effet de la réforme elle-même sur l'emploi. Et on obtient des hausses d'emploi. On n'obtient pas nécessairement des baisses de chômage, parce qu'il y a des personnes qui étaient découragées, qui se remettent sur le marché de l'emploi. Et là, il y a une petite
petite ambiguïté dans le débat. Donc c'est un fait qui a été montré empiriquement, hein, c'est avec des données extrêmement fines et des travaux extrêmement fins depuis plusieurs années. Sur le point des PME, on observe, il y a un grand nombre de travaux récents qui ont montré que les gains de productivité dans une économie, c'était pas tout le monde qui gagne en productivité. Il y en a qui montent, il y en a qui baissent. Et donc la fluidité du passage de ces travailleurs d'entreprise plutôt pas très bonnes vers des entreprises plutôt qui réussissent, c'est un élément essentiel des gains de productivité, donc de l'enrichissement de tout le monde, hein, y compris des travailleurs. Et donc, la France, il a été montré que la France est particulièrement mauvaise dans cette adéquation entre les travailleurs et les entreprises, c'est-à-dire que les entreprises qui réussissent grossissent pas assez vite et celles qui ne réussissent pas ne disparaissent pas assez vite du paysage. Et ça, c'est lié, ça a été montré, hein, c'est lié aux rigidités, entre autres, hein, pas seulement. Il y a aussi le marché du capital qui est assez dysfonctionnel, mais le marché du travail l'est aussi. Et on pourrait gagner beaucoup en productivité. Si vous voulez, il y a une inadéquation entre la productivité des travailleurs et les salaires qu'ils gagnent, et le fait de pouvoir mettre la négociation au niveau de l'entreprise. Les entreprises ne sont pas du tout les mêmes dans un même secteur. Elles sont très hétérogènes. Philippe Louis, sur ce que vous venez d'entendre et à la fois sur les attentes que vous avez encore à la CFTC. Alors, moi je ne suis pas tout à fait d'accord que ça profite essentiellement aux grandes entreprises. Tout simplement parce que la négociation d'entreprise est un fait dans les grandes entreprises, et de pouvoir déroger justement aux accords de branche, c'était déjà le cas. Et on sait le faire. Regardez les accords de maintien dans l'emploi, tous ces accords-là ont été négociés dans les grandes entreprises. Par contre, dans les petites entreprises, moi je veux bien comprendre qu'une start-up n'ait pas les mêmes besoins qu'une PME normale. Tout simplement, aujourd'hui, on constate que dans certaines start-up, tout le monde est au forfait jour. Mais un forfait jour sauvage. C'est-à-dire, nous ne sommes pas une start-up, nous sommes à plus de 65 salariés, et il n'y a que des CDI, aucune précarité. C'est très bien, mais dans les start-up, on a des gens qui sont au forfait jour sauvage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils renoncent à une partie de leurs droits. Ça veut dire qu'ils n'ont aucun RTT, ça veut dire qu'ils ne savent même pas combien d'heures ils doivent travailler, ils ont une charge de travail, mais ils sont bien, ils le font. Mais ça va bien 1 an, 2 ans. Et après, comment on fait? On est en conflit, on va devant les prud'hommes, et effectivement, on se retrouve avec des indemnités outrancières, tout simplement parce qu'on vient de passer 2 ans à avoir été exploité. Non, permettons à ces entreprises de négocier un forfait jour dans l'entreprise, que ça soit clairement identifié. J'avais été frappé, votre vice-président, ça m'avait frappé dans une interview, puisque vous êtes la Confédération française des travailleurs chrétiens, avait dit sur l'esprit de la loi. Je ne rentrerai pas dans le côté négociation. Il avait dit dans l'esprit de la loi, y compris par rapport à la doctrine sociale de l'Église, il y avait quelque chose de très détestable, disait-il dans des interviews que j'ai écoutées, y compris à Radio Vatican, où il disait le fait d'oublier l'individu, d'oublier l'humain, de le mettre comme une variable d'ajustement. Je l'ai vu dire ça, et il ne l'a pas démenti chez nous. Et donc, parce que quand même, si les jeunes se mobilisent, c'est pas qu'il y a seulement ce texte. D'ailleurs, il y a l'article 52 qui pose un problème sur les droits des chômeurs. Il y a dans ce texte et dans la façon dont le ressentent les jeunes, sa verticalité qui tombe d'en haut, le fait que ça arrive après 4 ans de mesures où on ne s'est pas occupé de la jeunesse, où la précarité, ils la connaissent, le on vaut mieux que ça, les youtubeurs étaient formidables. Et donc, vous entendez cette colère-là qui n'est pas celle d'un syndicaliste, vous le savez, en France, qui n'est hélas pas représentatif de la majorité des salariés. Il est minoritaire, hélas, le syndicalisme dans notre pays. Donc il y a quelque chose qui est là et qui va continuer, qui ne va pas s'arrêter. Non mais... D'un mot, s'il vous plaît, parce qu'on a presque fini. Il y a aussi un principe qui est aussi c'est le principe de la subsidiarité. Nous, ce qu'on dit, c'est dans l'entreprise, les salariés connaissent leurs besoins, connaissent les contraintes de l'entreprise, et s'il y a des efforts à faire, ils sont prêts à les faire, à condition de savoir pourquoi ils les font. C'est ça la subsidiarité. Et ça, on est prêt à la jouer, cette subsidiarité. La seule chose qu'on dit, c'est que la subsidiarité, à un moment, quand on n'arrive pas à se mettre d'accord, nous, c'est pas donner raison à une des parties, et c'est ce que faisait le texte, et ça c'était détestable, c'est de dire on remonte au niveau au-dessus, le niveau au-dessus donne une solution et on applique la solution. Détruit des emplois. Hein. Bon, ce qui au final... Je vous renvoie aux travaux du Trésor faits en janvier, dans l'expérience faite au Portugal et en Afrique du Sud, qui sont dans des conditions similaires à celles de la France. Ça détruit des emplois. Encore une fois, c'est le chômeur qui trinque dans tout ça. Tiens, vous avez la main, vous allez la garder.
Faites décoller vos projets en regardant les rendez-vous de l'écho avec Serre France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise. Ça va être très rapide parce que tout a été dit. Tout a été dit. Les perdants, les gagnants. Les perdants, les gagnants. Alors, le grand gagnant, c'est celui qui était déjà le plus protégé, c'est-à-dire le salarié en CDI dans la grande entreprise, puisqu'il ne prend pas plus de risques qu'avant et qu'en plus, il a quelques droits à la formation qui sont effectifs dans les grandes entreprises. Le gagnant aussi, c'est le grand patron, mais Edoui Plenel l'a tellement dit que je ne vais pas le répéter. Le salarié de la PME, lui, bon, pour lui, ça change pas grand-chose, puisque la formation, alors, c'est un droit, mais c'est un droit qui n'est déjà pas beaucoup exercé parce qu'entre les droits et la façon dont c'est fait, concrètement ça change rien. Le cocu de la journée, on l'a dit, c'est le patron de PME, puisque c'est quand même lui qui se voit dépouillé de tout ce qu'il avait espéré de marge de manœuvre. Et donc, quand on sait que c'est 100% des emplois qui sont créés par les PME, l'oublié de la journée, c'est le chômeur. Et ne parlons pas de ces coquilles vides autour des droits à la formation supplémentaire, quand on sait le désastre que représente en France la formation des chômeurs. Voilà. Merci Emmanuel. Concis. Faites décoller vos projets en regardant les rendez-vous de l'écho avec Serre France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise. Merci beaucoup Agnès Benassi-Kéré, merci Philippe Louis également d'être venu ce soir sur ce plateau. Edoui Plenel, ça s'appelle Dire-nous, c'est aux éditions Don Quichotte, c'est votre dernier ouvrage avec cette semaine aussi les 8 ans de Mediapart. Une dernière question en quelques secondes. François Hollande n'a pas aimé Baron Noir, le thriller politique qui fonctionne très bien à la télévision. Les infos sortent par l'intermédiaire de Mediapart, c'est ce que disent les principaux comédiens, Cadmerade ou Nils Arestrup. C'est la consécration ? Je ne sais pas. Voilà, Mediapart existe, fait son chemin. Comment dire ? Dans tout secteur, quand on résiste à la fatalité, après, ça aide. Ça peut devenir une légende, noire ou belle, peu importe. En clair, nous sommes du côté de Robin des Bois, pas du côté du shérif. Merci beaucoup, Edoui Plenel, pour cette réponse ce soir. Ici même sur ce plateau avec vous, Emmanuel Le Chip et Laurent Neumann. Ciao.